Quelques grands hôtels, des plages désertes baignées par les rouleaux de l'Atlantique, une température très douce pour cette période de l'année, telle se présente la station balnéaire d'Estoril. À l'intérieur, les montagnes, un pays rude, une circulation difficile et dense, voilà la carte postale du Portugal. Pourtant, chaque année, au mois de mars, la fièvre s'empare d'Estoril, le Portugal s'enflamme, on ne parle plus football, on parle sport automobile, c'est le rallye. Ils sont ainsi des centaines de milliers à se donner rendez-vous sur le passage de l'une des courses les plus célèbres du championnat du monde. Ils sont là pour applaudir les exploits des rallyman les plus en vue. Ces rallyman, les voici. Voici Anu Mikola à bord de son Audi Quattro. Le pari d'Audi, on le connaît, imposer la transmission à 4 roues motrices dans une voiture de sport. Pour aider Mikola dans cet objectif, une alliée précieuse, Michel Mouton. Contre le concept de l'Audi Quattro, la génération des voitures conventionnelles au grand complet. Les Fiat 131 Abarth, elles sont championnes du monde. Leur chef de file, Marcu Allen, plusieurs fois vainqueur au Portugal, mais aussi Attilio Bettega et Dario Cerrato. À côté des Fiat, les Ford Escort, là aussi du matériel incassable, rompu à toutes les techniques du rallye sur terre. Pour conduire les Escort, un autre Finlandais de course, Harry Vatanen, et un Anglais, Malcolm Wilson. Dans le clan des Japonais, on n'a pas lésiné non plus. La plus rapide des Toyota Celica est conduite par le champion du monde, Björn Waldegard. À ses côtés, un autre Suédois dont on sait le talent, Per Eklund. Chez Datsun, le Finlandais Timo Salonen et l'Anglais Tony Pond. Au milieu des écuries d'usine, 2 voitures privées, une Opel Ascona 400 pour le Suédois Anders Kulang et une Porsche 911 pour Jean-Luc Terrier. Ajoutez à cela les 2 Talbot Lotus officiels qui, après le RAC et le rallye Monte-Carlo, n'en sont plus à une performance près. Ajoutez Guy Fréquelin dans l'une, le jeune Henri Toivonen dans l'autre, et vous aurez ainsi une assez bonne idée de l'armada qui se prépare à conquérir le Portugal. C'est un rallye qui de tout temps a su plaire aux pilotes. Écoutons Guy Fréquelin. C'est un rallye qui est très difficile, comme tous les rallyes de championnat du monde. Il a la particularité d'avoir en gros 90% de terre et 10% de goudron. C'est un découpage qui est pas mal. Le goudron est un peu rapide. La terre est relativement bonne. Il y a quelques épreuves spéciales qui sont plus mauvaises. Il y en a une particulièrement qui est très mauvaise, c'est Senhora da Graça. En dehors de cette épreuve qui est vraiment très mauvaise, les autres sont vraiment en terre tout à fait normale, moins dure que la Grèce. Est-ce que le rythme vous convient ? Le découpage pour le rythme du rallye est pas mal, dans le sens que, par exemple, cette nuit, on a quand même fait 3 et 3, 6, 7, 8, on a fait 9 épreuves spéciales pratiquement sans assistance, enfin vraiment avec un minimum d'assistance, juste pour pouvoir changer un amortisseur. Et cette nuit, il y avait vraiment du rythme. Dès le début de la course, Mikola crée la surprise en imposant la Quattro qu'on n'attendait pas à si belle fête sur l'asphalte des premières épreuves spéciales. Peu de temps après commence le vrai rallye du Portugal, les pistes, la poussière, les cailloux, l'Audi prend le large. Derrière elle, une seule voiture tente de résister, c'est l'infatigable Ford Escort d'Harry Vatanen. Un peu plus loin, Toivonen et sa Talbot Lotus tentent d'arracher la 3e place à la Fiat 131 Abarth de Bettega. Chez Fiat, on fait grise mine, Marcu Allen est sorti de la route, il a dégringolé à la 35e place du classement. Dans le clan des Français, enfin, chacun fait sa course, Fréquelin perd du terrain, moteur trop poussif, dit-il. Terrier tente de régler sa Porsche, dont c'est la première course sur la terre. Quant à Michel Mouton, elle navigue à la 10e place, mais ici, tout est nouveau pour elle, elle a tout à découvrir. Eh bien, c'est vraiment, comme vous dites, une grande première parce que c'est la première fois que je pilote officiellement la Quattro. Et c'est la première fois que je conduis sur la terre depuis 1977. C'est la première fois que je participe au rallye du Portugal et c'est la première fois que je pars avec Fabrizia Pons. Ça fait beaucoup de premières fois, mais je crois que pour l'instant, c'est bien parti, tout va bien. J'ai quand même été assez prudente, mais la voiture se comporte très très bien. Et ensuite, sur l'asphalte, j'ai été très très surprise parce que Anou a fait le scratch partout et j'avoue que la voiture m'a un peu surprise sur l'asphalte.
je pense qu'avec les améliorations que nous allons porter par la suite, ça va aller vraiment très bien sur l'asphalte aussi. Dans la deuxième étape, Mikkola est confortablement installé en tête du rallye devant Vatanen, Toivonen et Bettega. On surveille à l'avant, mais c'est de l'arrière que viendra la surprise. Allen est en effet de retour dans le groupe de tête après une remontée qui restera inscrite dans les annales du rallye. Il en sera justement récompensé. Dans la troisième étape, celle qui fait toujours la différence, Mikkola abandonne, moteur cassé, Vatanen sort de la route et renonce. Allen accède à la première place. Le bilan de ce rallye du Portugal, il est parfaitement clair. Les voitures conventionnelles ont encore leur mot à dire, mais l'Audi Quattro a d'ores et déjà fait ses preuves. Sur la neige, sur la glace, sur la terre, sa transmission à 4 roues motrices fait merveille. Il reste l'asphalte sur lequel elle a montré de surprenantes qualités. En somme, elle a réussi son examen de passage dans le championnat du monde des rallyes. Elle a montré en tout cas qu'elle savait utiliser à bon escient les 340 chevaux de son moteur 5 cylindres turbo-compressé. Ces défauts, ils sont communs à toutes les voitures qui débutent, mais chez Audi, on saura sans doute y remédier. Côté Fiat ou côté Ford, pas de problème, on connaît les leçons de l'expérience. Il ne reste que les incidents de course, ils sont inévitables. Une sortie de route pour Vatanen chez Ford, un carter d'huile pour Bettega, une suspension pour Cerato, mais les deux Italiens apprennent les courses du championnat du monde, laissons-leur le temps. Incassables, les voitures japonaises le sont, c'est d'accord, mais les performances ne sont pas à la hauteur des Fiat ou des Ford. Restent les Talbot Lotus, maniables, légères, elles font la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est pourquoi il n'est pas impossible qu'à la fin de la saison, leur revienne le titre de champion du monde. En tout cas, elles paraissent sur la bonne route pour le conquérir.